Bonjour et bienvenue sur Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme, une émission en partenariat avec Cinéma Teaser. Chaque semaine, nos experts décryptent pour vous l'actualité des exclusivités de plateforme, films, séries, documentaires, télé-réalité, sport, animé ou stand-up, rien n'est laissé de côté. Et aujourd'hui, pour nous accompagner, je retrouve, et comme chaque semaine, Gauthier Jurgensen, journaliste cinéma à Satellifax et créateur de Originals. Aujourd'hui, vu le sommaire, c'est un peu notre colonel à tous. C'est moi, salut Romain. Et d'ailleurs, Gauthier, c'est quoi cette histoire de partenariat avec Cinéma Teaser ? Ben oui, on a la chance d'être accompagné depuis quelques numéros déjà par Cinéma Teaser, qui est donc un titre de presse spécialisé aussi bien en ligne qu'en presse écrite. Et donc voilà, on les remercie de nous suivre dans cette aventure. C'est vraiment trop cool. Et notre invité du jour, Maximilien Pierrette, journaliste ciné et série chez Allociné. Bonjour Max. Bonjour, je suis très heureux d'être avec vous, de vous retrouver comme ça autour d'un micro. Et une très bonne année à toi. Mais merci, pareillement, bonne année. Au sommaire de cette émission, un gros plan sur Ad Vitam, le polar musclé avec Guillaume Canet sur Netflix. Notre rubrique Ne cherchez plus avec une reco de Gauthier pour arrêter de scroller devant sa télé. De quoi tu nous parles aujourd'hui, Gauthier ? Aujourd'hui, je vais vous parler de Blitz, le dernier film de Steve McQueen. Alors attention, pas Steve McQueen l'acteur, lui il est mort depuis longtemps. Steve McQueen, le réalisateur que vous connaissez parce qu'il avait déjà fait 12 Years a Slave, qui avait reçu l'Oscar du meilleur film en 2014. On se fera ensuite l'agenda avec une sélection des sorties marquantes de la semaine. Et vous pourrez retrouver en toute fin d'émission l'interview originale de notre invité. Vous écoutez Originals, l'émission 100% plateforme, disponible sur toutes vos plateformes de podcast. Aujourd'hui, notre actu de la semaine, c'est le thriller musclé, je l'ai dit en ouverture, Ad Vitam, réalisé par Rodolphe Loga et sorti sur Netflix le 10 janvier dernier. Alors je vous mets dans l'ambiance avec un petit pitch. Un ex-membre du GIGN, Franck Lazareff, se lance dans une mission périlleuse pour sauver sa femme, Léo, kidnappée par un groupe mystérieux. Dans une course contre la montre, il doit naviguer entre trahison et secret pour percer le mystère derrière cet enlèvement et sauver sa vie et celle de sa famille. C'est exactement ça, oui. Oui. C'est bien résumé, exactement. C'est quoi alors ? On s'embrasse ? Je te prends la main ? C'est la deuxième fois en 15 jours. Il cherche à quoi ? J'en sais rien. T'en sais rien. Tu dors plus avec moi. Tu passes tes nuits sur le toit. Pourquoi tu me fais ça ? Alors tu m'expliques ? Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé de ce film, donc je rappelle, de Rodolphe Loga avec Guillaume Canet, mais aussi Stéphane Caillard, Nassim Liès, Alexis Manenti ou Zita Anro. Déjà, c'est un film très originals friendly parce que c'est aussi un film dans lequel Guillaume Canet saute de plateforme en plateforme. Parce que c'est vrai, c'est un peu littéralement. C'est vraiment ce qu'ils avaient le plus mis en avant, notamment lui, au moment du tournage en fait, sur les réseaux sociaux. C'est ce côté genre, je me suis donné à fond, c'est mon film le plus physique, il y aura des cascades. Et sur ce plan-là, moi, je trouve que le film marche bien. Il y a un côté où tu te dis, sur le papier, est-ce que ça va marcher Guillaume Canet en héros d'action ? Oui, parce que ils font en sorte de pas trop exagérer, sans trop détailler, mais il y a un moment, en fait, il est sur un toit dans Paris, et tu te dis, est-ce qu'ils vont faire un saut à la Jason Bourne, un truc immense, où tu verras un peu trop les câbles, et où la caméra va le suivre avec un raccord, avec du montage pour masquer qu'en fait, ils ont fait ça en plusieurs fois. Et en fait, non, il descend en plusieurs fois, et je trouve que ça marche bien, et qu'en fait, toutes les scènes d'action avec lui, à part peut-être sur la fin, où ça commence un peu à aller trop loin, je trouve que sur ce plan-là, le film tient la route. C'est vrai que c'est un casting qui réunit des habitués de Netflix comme Nassim Liès ou Zita Anro, mais aussi des acteurs confirmés comme Guillaume Canet ou Alexis Manenti. Comment t'as trouvé ça, toi, Gauthier, ce mélange ? Écoute, j'y suis allé sans rien savoir sur le film. J'aime beaucoup faire ça parce que j'aime pas trop qu'on me donne des informations. Je veux vraiment pouvoir me faire une opinion à partir de zéro. Et le premier quart d'heure du film, l'introduction du film, est un truc assez savoureux. Et d'autant qu'on voit très vite Guillaume Canet dans une scène d'action très musclée. Il y a ses forces armées qui entrent chez lui pour kidnapper sa femme. Et on le voit se mettre à péter des bras, péter des jambes, péter des gueules et tout. Et là, je me suis dit, voilà, c'est ça le programme, c'est tout facile. L'année dernière, il y avait le film sur Netflix avec Jessica Alba qui pétait des bras, pétait des jambes, pétait des gueules. Cette année, c'est au tour de Guillaume Canet. Pourquoi pas ? Il a tout à fait la carrure pour faire ça. Mais alors, en plus de ça, dans cette scène,
Il y a sa femme enceinte, mais enceinte jusqu'aux dents, De 8 mois, au qui moins. déboule juste après pour elle aussi péter des bras, péter des jambes, péter des gueules. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai jamais vu ça, c'est génial, c'est trop bien. Alors, il y a ces 15 premières minutes qui vraiment m'emballent bien. C'est peut-être après que ça se gâte un petit peu sur la forme du film. Ouais. C'est-à-dire que le film est construit de manière extrêmement curieuse. Après ces 15 premières minutes, on a un flashback pour nous expliquer dans quelle situation on est. Et ce flashback, je ne vous mens pas, il dure littéralement 45 minutes. Il y a 45 minutes de flashback. Donc si j'ai bien fait des maths, quand on se sort de un quart d'heure d'intro et 45 minutes de flashback, on n'a plus qu'une demi-heure après pour faire tout le film. Et c'est chaud, en fait. C'est même pas possible. Oui, parce que c'est un film Netflix, mais c'est pas les films Netflix qu'on avait à une époque qui durait 2h25, on sait pas pourquoi. Là, il fait même pas 1h40, donc c'est vraiment une durée carrée qui te laisse penser que ça va être hyper bien mené. Mais effectivement, il y a ce flashback qui est vraiment un énorme bloc. C'est pas comme parfois on te fait où tu alternes entre le passé et le présent pour que en fait, le passé vienne te donner une info sur le présent. Là, c'est vraiment, t'as vraiment le 10 ans auparavant, et donc ça avance. Et puis surtout, ce qui est un peu embêtant dans ce flashback, c'est que la moitié ressemble à un énorme spot de pub pour le GIGN. Oui, voilà, on s'attend à ce que ce soit un petit peu saucissonné et dilué dans le récit, et qu'on fasse ce truc de passe-passe entre passé et présent et tout ça. Les flashbacks, ça fonctionne comme ça. C'est des flashs qui nous renvoient en arrière, quoi. Et là, le flashback est tellement long qu'au bout d'un moment, on en oublie même que c'est un flashback. Quand on revient au présent, on est un peu surpris, quoi. Alors justement, ce film, on pourrait dire que c'est un thriller basé sur des conspirations d'État. Alors c'est un truc qui est vu et revu. Est-ce que, Maximilien, pour toi, ce Ad Vitam parvient à se distinguer quand même ? Pour moi, il se distingue grâce à ce que je disais au début, en fait, grâce au fait d'avoir Guillaume Canet dans le rôle. Je ne veux pas pousser la comparaison jusque-là, mais pour moi, c'est un effet assez proche de quand t'as Liam Neeson qui fait le premier Taken, parce qu'aujourd'hui, le mec fait des films d'action à tour de bras. Mais à l'époque, c'était la liste de Schindler, c'était Rob Roy, c'était plus un acteur dramatique qu'un acteur de film d'action, donc ça surprenait. Matt Damon, dans La mémoire dans la peau, pareil, tu te dis, il a une tête de bon élève, tu le vois pas casser des bras. Tu te dis, je pourrais presque aller me taper avec lui. Beaucoup moins depuis. Voilà, il y a cet effet-là avec Guillaume Canet où tu te dis, c'est pas forcément l'acteur que j'aurais mis en tête d'un film d'action, mais je trouve que sur ce plan-là, le film sort un peu du lot. C'est qu'il prend un acteur que tu n'attends pas dans ce registre-là et qui en fait quelqu'un de très crédible aussi. Après, sur le reste du film, sur le côté conspiration, thriller, scénario, non, je suis moins emballé. Il y a un vrai problème, c'est qu'il y a un MacGuffin, c'est-à-dire une sorte de prétexte à l'histoire, au lancement de l'histoire, qui est tellement peu écrit, tellement faible, qu'on finit par se dire, mais pourquoi déjà il y a des gens qui courent après la femme de Guillaume Canet ? Qu'est-ce qui se passe déjà ? En fait, c'est encore un schéma de un mec un peu random découvre un scandale d'État et donc l'État lui déverse toute sa force de frappe pour le zigouiller, et c'est rien d'autre que ça. On vous l'explique pas plus que ça, en fait. Alors d'ailleurs, Gauthier, un parallèle intéressant, c'est que tu l'as mis en comparaison avec un autre film qui est sorti sur Amazon Prime à peu près à la même période, et c'est un peu le même pitch. Oui, pas c'est le même ton. exactement ça. C'est le jardinier avec Michael Youn et Jean-Claude Van Damme. C'est exactement le même propos avec un MacGuffin qui est aussi tout aussi mince, c'est-à-dire un mec qui tombe sur un scandale d'État et l'État lui envoie toute sa force de frappe pour le zigouiller. Pas de bol pour l'État, il se trouve que son jardinier c'est Jean-Claude Van Damme, et que donc Jean-Claude Van Damme, comme à son habitude, va casser des bras, va casser des jambes, va casser des gueules et tout ça. Mais c'est une comédie assumée, donc t'as vraiment l'impression que le jardinier c'est le cousin un peu volontairement débile de Ad Vitam. Ad Vitam a un ton vraiment très sérieux, et d'ailleurs au début du film ça marche, hein. Mais quand on reprend le fil du film après le flashback de 45 minutes, comme il reste plus que 30 minutes de film, ça devient un peu un épisode de Tom et Jerry, tellement ça va vite, quoi. C'est vrai. Alors tout à l'heure, Maximilien, tu parlais justement de vues sur les toits de Paris. Moi j'ai envie de rajouter le Sacré-Cœur, j'ai envie de rajouter Versailles en ULM, enfin en espèce de véhicule volant. Mais oui, mais il y a ça aussi, Oui. c'est que en une demi-heure, on passe de l'Aqua Boulevard à la forêt de Rambouillet en passant par Versailles et tout ça. Je sais pas ce que... Alors, Il y a un côté, la carte au trésor. Ouais. Tu le vois avec une GoPro sur le front en train d'avancer, avec un chronomètre en bas. J'avais oublié ce truc, moi, qui m'a vraiment buté dans le film. C'est cette réunion entre Barbouze,
dans le jacuzzi de l'Aqua Boulevard. Les mecs sont à côté de la piscine à vagues, ils sont en train d'échanger pour buter quelqu'un derrière. Alors moi j'ai peut-être une proposition. Est-ce que vous pensez pas que c'est aussi pour montrer la beauté post-JO justement de Paris, de ses monuments, de sa région, Mais et si, que c'est un film qui est destiné peut-être plus au marché international que Mais au si, français. Bien sûr. c'est possible, et tu fais bien de souligner ça, mais ça m'a fait penser à Sous la Seine, parce que Sous la Seine avait ce côté un peu visite de Paris, on longe les quais d'est en ouest, d'ouest en est, à n'en plus finir. Je me suis dit, c'est dingue ce que Netflix s'obstine à filmer Paris et l'Île-de-France en ce moment. Il y a un vrai côté, ah oui, il faut satisfaire l'Office du tourisme de l'Île-de-France, donc on va voir tous les beaux paysages de Versailles, de tout ça. Il y a même un moment dans cette fuite finale où Guillaume Canet tombe comme par hasard sur un parapente ascensionnel en parfait état de marche que quelqu'un a abandonné là, et donc en 2 secondes il l'enfile et il s'échappe. Je vous jure, moi ça fait 40 ans que je vis en Île-de-France, c'est rare que je sois tombé sur un parapente ascensionnel en parfait état de marche que je peux enfiler comme ça, quoi. Max, est-ce que tu es tombé sur un parapente ascensionnel de ton Alors côté? non, moi non plus, mais j'ai jamais participé à la carte au trésor non plus, donc ça doit aider. Mais je suis d'accord avec toi en fait sur ce côté, comme c'est Netflix qui produit, bah oui, il doit y avoir une portée internationale parce qu'en fait le film est sorti partout dans le monde en même temps, pas juste en France. Donc en fait nous forcément on se dit bon c'est sympa le Sacré-Cœur, les toits de Paris, on connaît, mais d'autres gens peut-être que ça doit les impressionner en fait autant qu'un Jason Bourne ou un James Bond qui va dans des pays, dans des lieux différents et où tu reconnais la ville. Pour resynthétiser un petit peu, est-ce que malgré tout, est-ce que oui, non, est-ce qu'on conseille ce film? Et si oui, plutôt à qui? Écoute, je pensais à ça en venant au studio et je me disais, finalement, c'est pas un film que j'ai détesté du tout. J'ai même pris plutôt du bon temps pendant 1h30 à regarder ça. J'ai trouvé ça sympa, mais je me suis dit, c'est extrêmement sympa pour une soirée avec une pizza. Voilà, tu sais pas quoi regarder, tu veux un film d'action pas prise de tête. C'est cool, ça passe bien, il y a aucun problème. Les acteurs sont plutôt compétents. Le méchant est un peu un méchant de James Bond totalement parodique, mais pourquoi pas, c'est pas grave. Il rigole à ses propres punchlines, mais pas au bon moment. C'est très Oui, bizarre. oui, C'est qu'il oui. annonce il dit Il qu'il a un va faire des timing trucs comique qui est affreux, pas bon. mais en fait il rigole derrière. Tu fais attention, je suis pas sûr. Donc, moi, j'ai pas de problème avec ces films qui sont, au fait, des nanars bien faits, qui sont chouettes à regarder, on passe un bon moment. Ce que je comprends pas très bien, mais peut-être que quelqu'un de Netflix me l'expliquera très clairement un jour, je comprends pas pourquoi on nous les vend comme des films méga prestige, comme ça, hyper sérieusement. Peut-être que la réponse, c'est tout simplement, si on les vend pas comme ça, les gens les regardent pas. Je ne sais pas. Mais pourquoi tant de sérieux autour d'un film? C'est pas un film qu'il faut prendre trop au sérieux, parce que c'est un film qui prend pas le spectateur trop au sérieux Bah, non je pense plus, que quoi. je pense que c'est le fait, ça tient au fait d'avoir Guillaume Canet en tête d'affiche, parce que voilà, je pense que ce partenariat avec Netflix, il provient du fait que Netflix était impliqué dans le Astérix qu'il avait réalisé. Donc c'est un accord de codiffusion, c'est-à-dire qu'ils ont permis d'accentuer sa visibilité dans le reste du monde. Et je pense que ça a aussi sécurisé le film financièrement, parce qu'on sait qu'un Astérix en live action, en prise de vue réelle, ça coûte très cher et que c'est de moins en moins rentable. Donc je pense que pour en refaire un, c'est peut-être l'une des conditions qu'ils ont trouvées, c'est que Netflix en fait les aide et leur assure en fait un succès. Donc je pense qu'en fait, s'ils le vendent un peu comme un film premium, c'est parce qu'ils disent bah, on a Guillaume Canet, qui est un mec qui a des Césars, qui est un acteur assez connu. Et je pense que tu vois, le film, bah, moi je le recommande aux fans de Guillaume Canet, déjà pour commencer. Ça reste très bien produit aussi. Oui, voilà, oui, c'est oui, ça. bien C'est sûr. que, en fait, quand on parlait des toits de Paris, du Sacré-Cœur, j'ai pas vraiment de doute sur le fait qu'ils y aient été. Ou alors ils se sont bien débrouillés pour qu'on voit pas les fonds verts. Parce qu'en général, Ouais, on ça a te de la dit, gueule. tu vois, tu parlais de Sous la Seine, bon. Versailles, en tout cas, c'est sûr, c'était en vrai. Ouais, non, mais c'est ça. Ça, pour le coup, c'est bien. Et donc, moi, je le recommanderais aux fans de Guillaume Canet et notamment à ceux qui ont aimé Ne le dis à personne, qu'il avait réalisé, l'adaptation du roman d'Harlan Coben. Sauf que là, c'était que François Cluzet le rôle principal. Et en fait, tu retrouves un peu des similitudes entre ces deux films. Avec Tout à le fait. pitch de la femme disparue, Exactement. kidnappée, on sait pas trop. Et, Le héros d'action qui... Alors, effectivement, François Cluzet, c'était un mec encore plus lambda dans Ne le dis à personne. Là, Guillaume Canet, c'est un ancien membre du GIGN, mais enfin, c'est un acteur que tu ne vois pas dans ce genre de rôle. Et puis en plus, bah, il a coécrit les deux films, Guillaume Canet, donc il y a une filiation. Mais moi, je veux bien que ce soit un renvoi d'ascenseur de Netflix et tout ça, mais c'était déjà pareil pour Sous la Seine. Sous la Seine, le pitch, c'est il y a un requin dans la Seine. C'est complètement débile. C'est joyeusement débile et je suis le premier à être friand de ce genre de truc. Mais pourquoi le vendre au premier degré de manière si sérieuse, quoi? Ouais, c'est vrai. En tout cas, messieurs, merci à vous. Je rappelle que Ad Vitam est disponible en exclusivité donc sur Netflix.
Je vous propose de laisser maintenant ce côté GIGN et les secrets d'État pour une plongée dans le Londres des années 40. C'est la chronique Ne cherchez plus de Gauthier. Alors Gauthier, c'est quoi ta reco cette semaine ? Donc ce film, qui est vraiment un film spectaculaire et délicieux, qui s'appelle Blitz, est un film réalisé par Steve McQueen avec Saoirse Ronan, l'actrice irlandaise, dans le premier rôle. Et ça se passe donc, comme son nom l'indique, pendant le Blitz. Alors le Blitz, qu'est-ce que c'est ? C'est pendant la bataille d'Angleterre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce moment où l'armée allemande, l'armée de l'air allemande a pilonné vraiment, a bombardé jour après jour les grandes villes d'Angleterre et Londres plus particulièrement. Donc ça se passe pendant ces 6-7 mois-là, qui ont été des mois très très difficiles évidemment pour Londres, où n'importe quand on allait se prendre une bombe sur la tête, se faire détruire sa maison, vivre dans des incendies, des explosions et tout ça. Et donc évidemment se met en place une sorte de méthode, une manière d'écarter les enfants de ce massacre et de les envoyer à la campagne se réfugier pendant que les adultes restent là à essayer de survivre. Donc on va s'intéresser à une mère qui élève seule son enfant, un enfant métis. Cette mère est jouée par Saoirse Ronan, donc elle est blanche. Elle prend cette décision-là au début du film d'envoyer son fils se mettre au vert pendant que l'armée allemande détruit Londres. Et sauf que le fils part en train, et au milieu du voyage en train, il se dit « c'est pas possible, je peux pas abandonner ma mère comme ça ». Et donc il saute du train, il revient vers Londres, et dans ce Londres qui est un champ de bataille complet, un Londres hyper dangereux pour tout le monde, mais pour un petit enfant en particulier, il va tenter de retrouver sa maman à travers les bombes qui tombent. Comment tu t'es retrouvé ici en pleine nuit ? Ma mère m'a obligée à partir. Elle l'a fait pour te protéger. Votre fils n'est pas arrivé à destination. Vous étiez responsable de sa sécurité. Comment se fait-il que vous ignoriez où est mon fils ? Cette chanson est pour tous les parents dont les enfants ont dû être évacués. Et pour mon petit garçon, George. Ce qui est extrêmement bien dans cette proposition, et avec le savoir-faire de Steve McQueen, c'est qu'on cumule les bons éléments au fait pour faire un film à la fois prenant, dramatique, mélodramatique, spectaculaire. Déjà, il y a la reconstitution de la guerre qui vous donne certains morceaux de bravoure qui sont spectaculaires à regarder. Il y a des plans où ça brûle de partout, l'enfant court, l'avion s'écrase, les bombes tombent. On se dit waouh, on tombe un peu de son canapé quoi en regardant ça. Il y a ça, il y a aussi, comme vous pouvez l'imaginer, une sorte de récit dickensien qui se met en place, un récit un peu picaresque où cet enfant qui est livré à lui-même va rencontrer tantôt des personnes bienveillantes, tantôt des personnes qui vont vouloir se servir de lui, et lui, il va regarder ça à travers son regard d'enfant naïf, donc c'est un petit peu la trame, c'est à ça que ça ressemble, ce mélodrame. Et puis tout simplement, en sous-texte, on va avoir des moments très particuliers où on va nous expliquer quelle est la charge de racisme qu'il y a dans l'Angleterre de cette époque-là, puisque c'est un petit enfant qui est métis, et on se dit, c'est quand même pas possible, au moment où le fascisme et le nazisme est en train de détruire ce pays, il peut pas y avoir encore des relents de racisme dans ce pays. Si, l'Angleterre est pas un pays beaucoup plus raciste que ne l'est la France ou n'importe quel pays du monde, mais bon, c'est quand même un peu le pays, je sais pas, dans une autre époque, c'est le pays des skinheads et tout ça, et cette atmosphère-là très, très pesante est aussi hyper présente dans le film. Puis il y a aussi des grandes scènes de foule où on voit la foule essayer de se protéger dans le métro et puis la police ne pas les laisser entrer pour des raisons X et Y. Enfin, des grands moments de stress et de suspense comme ça qui emballent le film, vraiment. Max, c'est un film qui t'a parlé, qui te parle ? Ouais, qui m'a parlé. J'ai même eu la chance de le voir en salle parce que donc le film est sorti sur Apple TV+ au mois de novembre. Tout à fait. Et quelques semaines avant, en fait, pendant un week-end, il y avait eu quelques séances au cinéma, donc je me suis précipité pour aller le voir. Et je rejoins totalement Gauthier, en fait, sur tout le mélange qu'il y a. Il y a presque un côté deux films en un, mais les deux films s'imbriquent très bien.
Et là où je suis vraiment d'accord avec toi, c'est sur ce côté, on a l'impression que c'est un film de guerre qu'on n'avait pas vraiment vu. C'est-à-dire que le Blitz, en général, c'est soit une toile de fond, soit un petit élément dans l'histoire. Là, c'est vraiment le cœur de l'histoire. Et on va au-delà de ces images de gens dans le métro. En fait, c'est que tu vois vraiment tout l'extérieur, tout ce qu'il y a autour du métro. Oui, on voit ça un peu dans Imitation Game, par exemple, Ouais, mais voilà. c'est vraiment un contexte, c'est une toile de fond, Ouais. quoi. Alors que là, c'est l'atmosphère du film, c'est tout le film, en fait. C'est le décor du film, le Blitz. C'est ça. Et ça m'a fait penser à la fois à 1917 de Sam Mendes, alors sans le côté technique Temps de réel. plan séquence Oui. en temps réel, mais quand tu parlais des scènes avec les incendies, les bombes, il y a un petit peu de ça. Puis même le fait de cette idée de trajet. Et j'ai pensé aussi à des films comme Empire du Soleil de Steven Spielberg. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces films qui te montrent la guerre, mais à hauteur d'enfant. C'est toujours des films très fascinants. Et là, en plus, ça l'est. Et c'est même à un moment, alors je ne vais pas spoiler ce qui se passe, mais il y a cette scène, tu disais, là, quand les enfants s'enfuient du train, il y a un côté très, presque film pour enfants. C'est avec une musique qui rappelle un peu genre les Goonies ou Hook. Et je me suis fait la réflexion, je me suis dit, c'est étonnant de voir Steve McQueen, qui est un cinéaste comme un peu plus rugueux, qui ses films, c'est souvent des films chocs. Je me suis dit, c'est marrant de le voir faire un film un peu plus familial, un peu plus enfantin. La seconde d'après, il se passe un truc un peu brutal, j'ai fait... Vachement moins familial et enfantin. non. Ouais. J'ai fait, non, c'est vraiment Steve McQueen. Oui, et puis c'est entrecoupé parfois de plans. C'est un esthète, hein, Steve McQueen. Donc parfois c'est entrecoupé de plans vidéo avec une caméra qui tremble sur des marguerites. Et il y a quand même ces petites touches poétiques qui restent là, quoi. On en parle aussi parce que, alors, outre le fait que tu l'aies choisi dans ta reco de la semaine, mais c'est un film qui est en bonne position apparemment pour recevoir des prix aux États-Unis ou en Angleterre. C'est ce qui se disait au moment de sa sortie sur Apple TV+. Est-ce que c'est un rêve qui va devenir réalité? C'est moins sûr. Ouais. Ça serait de bon goût quand même de le récompenser pour un certain nombre de trucs techniques. Moi, je trouve tout ce qui est photo, montage, son, etc. Enfin, c'est un vrai grand spectacle quand même, ce film-là. Saoirse Ronan, elle aurait mérité tout à fait sa nomination en tant que meilleure Bien actrice. sûr. Ça se pousse un peu au portillon, j'ai l'impression, cette année, pour les nominations en tant que meilleure actrice. Donc, est-ce qu'elle y sera? De toute façon, le suspense est encore plus retardé à cause des incendies à Los Angeles pour le moment. Donc, on verra bien quand les nominations finiront par tomber. Merci beaucoup Gauthier pour cette recommandation. Je le rappelle, comme l'a dit Max, que vous pouvez rattraper Blitz sur Apple TV+. C'est dispo depuis le mois de novembre 2024. Et je vous propose d'enchaîner tout de suite avec les sorties de la semaine. Prenez vos agendas. Cette semaine, donc la semaine du 13 au 19 janvier, la maison vous propose une petite sélection de sorties. Il y en a pour un petit peu tous les goûts et ça commence on va combler les fans d'animé puisqu'après Ranma 1,5 sur Netflix, c'est la suite du remake de Lamu sous le nom de Urusei Yatsura, c'est la saison 2, c'est le titre en japonais. 10 épisodes pour continuer les mésaventures de Hataru Murobochi qui est un lycéen, je le rappelle, qui est... plus ou moins le héros de l'histoire avec Loom, qui est le nom original de Lamu, une princesse extraterrestre qui est amoureuse de lui. Voilà, donc c'est des aventures de science-fiction et en même temps comédie sentimentale. Les plus anciens s'en souviennent, ça a fait les grandes heures du Club Dorothée. Et je rappelle que c'est basé sur le manga de Rumiko Takahashi qui a été primé à Angoulême il y a quelques années. Toujours du côté de Netflix et toujours du côté animation, c'est la saison 2 de Castlevania Nocturne. On va pas s'attarder très longtemps dessus, juste c'est pour les fans de quoi? Par exemple, de entretiens avec un vampire comme ceux du jeu vidéo Castlevania. Et on poursuit les aventures. Donc la petite subtilité, c'est que cette aventure vampirique se passe à la fois dans les colonies et dans les tout jeunes États-Unis et en même temps pendant la Révolution française. Donc il y a tout un discours autour du sang bleu, etc., etc. Je vous passe la comtesse de Bathory, les détails. Par contre, on a le 15 janvier sur Disney+, la saison 2 d'une série qui s'appelle Tracker. Alors c'est un petit peu The Witcher,
mais dans le présent. Pourquoi ? Parce que Tracker, c'est la série donc suit Colter Shaw, un survivaliste et tracker qualifié qui gagne sa vie en aidant les forces de l'ordre et les citoyens à retrouver des personnes disparues en échange d'une récompense. Donc voilà, c'est pas Jacques Pradel, c'est très littéralement perdu de vue. Plus musclé. C'est donc sur Disney+, c'est 9 épisodes dispo à partir du 15 janvier. Voilà, si vous voulez aller plus loin qu'un détective privé à la Columbo. Non, mais j'aime beaucoup la perspective d'un Jacques Pradel plus musclé. J'aime bien. Survivaliste. Henri Cavill et Jacques Pradel. Le 17 janvier, Dans la légende est un documentaire qui va aller au cœur de l'e-sport. Alors l'e-sport, si vous ne savez pas ce que c'est des compétitions de jeux vidéo. Alors dit comme ça peut paraître un petit peu réducteur, mais ça remplit des stades entiers, bien évidemment, et notamment même le stade olympique de Séoul, quand les finales s'étaient passées là-bas. On parle de League of Legends, qui est l'un des jeux les plus joués. Si vous avez écouté Originals, vous avez entendu parler de Arcane. Voilà, c'est tiré de ce jeu-là, mais là on va pas parler du jeu, on va parler de vraiment une immersion au cœur de l'e-sport par ceux qui le vivent et qui en vivent. C'est réalisé par Alexandre Pierrin, c'est 6 épisodes sur Paramount+. Et là, en l'occurrence, on va avoir tous les acteurs majeurs de cette scène, de la Team Gamer Origin, aux Gentlemates, Vitality, Carmine Corp. Ça ne vous parle peut-être pas, mais c'est comme si j'avais dit, il y a le PSG, il y a l'Olympique lyonnais, aide-moi Max, t'es meilleur que moi en foot. Il y a Sedan. Par exemple. Voilà, donc c'est une immersion et c'est vraiment construit comme un documentaire sportif pour comprendre tous les tenants et aboutissants et se rendre compte qu'il y a une véritable industrie, il y a des véritables savoir-faire et de véritables métiers. Donc une vraie vulgarisation si jamais vous voulez laisser cette chance à ce programme. Du côté de Netflix, on est le 17 janvier cette fois et on aura Back in Action, un film avec Cameron Diaz, Jamie Foxx, pas mal inspiré quand même par Mr. and Mrs. Smith, puisque je vous fais le petit pitch en une ligne. D'anciens espions de la CIA, qui s'appellent Emily et Matt, sont contraints de reprendre du service lorsque leurs identités secrètes sont révélées. J'imagine que ça s'appelle aussi un peu Back in Action parce que Cameron Diaz est de retour et qu'elle n'avait pas joué depuis une bonne dizaine d'années. En fait, son dernier film, c'est Sex Tape, qui remonte à 2014. Ouais, c'est ça. Moi, c'est pour ça, mais en fait, j'ai arrêté d'écouter à Cameron Diaz. Je me suis dit, moi, c'est pas que ça m'intéressait pas. Je me suis dit, moi, c'est bon, j'y vais en fait. C'est clair, moi aussi, ouais. Alors, ça sera réalisé par Seth Gordon, que vous avez peut-être vu. Vous avez peut-être vu Comment tuer son boss ou Arnaque à la carte. Voilà, c'est donc avec Cameron Diaz, on l'a dit. Jamie Foxx, on l'a dit, mais je n'ai pas cité Glenn Close, qui fait partie voilà, de la distribution. Glenn Close, évidemment. Elle aura jamais d'Oscar, du coup, elle s'en fout, elle fait ça. Et là, elle l'a pour ce film-là. Et ça, c'est bon. Et ça, c'est très bon. Et le même jour, le 17 janvier, nous pourrons découvrir enfin la saison 2 de Severance sur Apple TV+. 10 nouveaux épisodes pour cette série qui est un peu entre le thriller psychologique de science-fiction et une satire du monde du travail. C'est très compliqué à décrire. En tout cas, c'est une série très très attendue de Dan Erickson. Évidemment... on retrouvera Adam Scott, Brie Lower, John Turturro, Christopher Walken et Gwendoline Christie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce sera le sujet principal de notre émission de la semaine prochaine. Ouais, tout à fait. Alors j'imagine que les 10 épisodes vont pas sortir d'un coup et qu'on aura vu que les quelques premiers. Tout à fait. On fera plus une présentation de c'est quoi Severance. Exactement. Max, je sais que tu es assez fan de la série. Ouais, justement, j'ai envie d'insister sur le enfin que tu as dit parce que. Ça fait 2 ans, ça fait 2-3 ans qu'on attend. 3 ans, et encore, moi je sais que j'ai suivi la série un peu en décalage, peut-être 6 mois après la fin, et la fin de la saison est ultra frustrante, donc il y a des gens qui attendent ça depuis 3 ans. J'espère que la saison 2 va pas être décevante du tout, et qu'en fait, va pas avoir cet effet qu'ont beaucoup de séries qui mettent du temps à revenir, et en fait, c'est un pétard mouillé, et du coup, derrière, t'arrives pas à rattraper à raccrocher les wagons et en fait ta série se dégonfle comme une baudruche. J'espère que c'est vraiment à la hauteur des espoirs placés dans la fin de la saison 1 et dans cette saison 2. Moi j'espère surtout qu'on va voir à la fin de la saison 2 où on va et qu'on va pas finir sur un même climax un peu sensationnel, qu'on va pas se dire il y aura potentiellement encore 7 saisons de ce truc là après, tu vois. Ouais, j'imagine que oui, ils vont peut-être être un peu plus transparents parce que je pense qu'ils ont un peu subi la situation. Je pense qu'ils espéraient sortir de la saison plus rapidement et puis il y a eu beaucoup de bouleversements. Donc je pense qu'ils vont peut-être faire en sorte que tu puisses voir au moment où tu vas pour revenir.
Histoire de vous appâter une dernière fois, je vous fais le pitch en une phrase ou deux. La série suit donc Mark Scout, joué par Adam Scott, justement, un employé de Lumon Industries, où une procédure appelée donc Severance, qui donne son nom à la série, elle sépare donc les souvenirs professionnels et personnels des employés. C'est ça, en fait, le petit pitch, subtilité, qui est dévoilé dès le premier épisode quasiment de la saison 1. C'est ça, c'est-à-dire que quand on est au boulot, on ne sait pas qui on est à l'extérieur du boulot, et quand on est à l'extérieur du boulot, on ne sait pas qui on est au boulot, on n'a aucun souvenir du boulot. Alors la saison 2, normalement, devrait explorer les conséquences de cette séparation, alors que Mark et ses collègues cherchent à découvrir les véritables intentions de leurs employeurs. Ce sera tout pour aujourd'hui dans cet agenda. Merci beaucoup Maximilien d'avoir été avec nous. Je t'en prie. Je te propose de rester assis bien confortablement sur ton siège. Tu vas passer à l'interrogatoire habituel de fin d'émission. C'est l'interview originale de Maximilien Pierrette. Max, je te rappelle le concept. 10 questions pour mieux cerner quel utilisateur de plateforme tu es. Est-ce que tu es prêt ? Bien sûr. On commence tout de suite. Ciné, série, animé, documentaire, qu'est-ce qui t'attire en priorité sur les plateformes ? Alors en général, j'y vais beaucoup plus pour les séries. Je sais que c'est ce que je regarde le plus, même s'il y a pas mal de films qui m'attirent, mais je sais que ma consommation sur les plateformes, c'est vraiment majoritairement des séries. Et ensuite des films, un petit peu des documentaires et un peu de stand-up aussi. Selon en fait, les diffusions, selon le temps aussi, en fait, mais c'est vraiment plus les séries le point d'ancrage. Qu'est-ce qui t'a fait passer le pas ? Tu te souviens pour le moment où tu as vraiment fait la bascule et que tu as commencé vraiment à intégrer toutes les plateformes à tes logiques de travail ou de consommation personnelle ? Bah ouais, le travail, ça a beaucoup joué parce qu'en fait, les modes de consommation des films et des séries ont beaucoup changé. Les plateformes sont devenues de plus en plus importantes dans le paysage audiovisuel français. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a eu beaucoup de projets très intéressants qui étaient sur les plateformes. Donc, en fait, ça s'est fait assez naturellement, finalement. C'est que tu te dis, tiens, il y a tel truc qui m'intéresse. C'est où ? C'est sur Netflix. Bon, vas-y, je vais regarder Netflix. Je sais que j'ai commencé via la série Daredevil, qui était la série de Marvel et Netflix, que j'avais trouvé super. Et voilà, après, t'es là, tu vas sur Orange is the New Black, puis après, tu vois qu'il y a une autre plateforme qui arrive avec une autre série sympathique, t'y vas, et ainsi de suite. En fait, c'est un peu un cercle vicieux. Non, c'est plus un cercle vertueux, parce que tu découvres aussi des nouveautés et du catalogue. Alors justement, tu me fais une transition parfaite, puisque justement, entre ces deux notions de nouveauté et de fond de catalogue, c'est quoi, toi, qui t'attire le plus entre les deux ? Alors, j'aimerais bien être beaucoup plus sur le catalogue. C'est vraiment, à chaque fois, je me dis, telle plateforme, il y a plein de films bien, il y a plein de séries que j'ai pas vues, il faut que je les regarde, mais en fait, je vais beaucoup plus sur les nouveautés. C'est souvent ça aussi, parce que c'est ce qui crée la conversation. Au-delà de mon travail, en fait, il y a ce côté où tu dis, les gens vont parler de Squid Game, donc la série m'intéresse évidemment, mais je vais la regarder parce que c'est dans l'actualité, parce que c'est mis en avant, parce que c'est vraiment les sujets du moment. Donc j'aimerais bien regarder plus de catalogues, mais en fait, non, je suis beaucoup plus dans les nouveautés, même des fois avec un peu de décalage. Je parlais de Severance tout à l'heure, j'ai regardé ça avec quelques mois de retard, mais ça restait comme une nouveauté. Est-ce que malgré tes abonnements, tu loues encore des VOD par exemple ? Alors non, j'ai jamais loué de VOD avant et je le fais toujours pas, mais j'ai une médiathèque près de chez moi qui est assez fournie en DVD et Blu-ray. Il y a quelques nouveautés, mais c'est beaucoup plus des grands classiques. Donc en fait, c'est plus comme ça que je compense le manque de films de catalogue que je regarde. Quel est ton rapport au cinéma en salle ou à la télé même, depuis que tu as intégré les contenus de plateforme à tes habitudes ? Alors le cinéma, ça n'a pas trop changé, j'ai l'impression. J'ai même l'impression que je vois encore plus de films qu'avant, tout en intégrant les séries, ce qui, du coup, je ne sais même pas comment je fais. Donc ne me demandez pas quelle est ma recette. Non, je pense que même mon rapport à la salle de cinéma, ça s'est renforcé aussi à cause du Covid. Mais grâce aux plateformes, c'est qu'en fait, je me rends compte que j'ai plus de mal souvent à être concentré ou à être dans un film à la télé ou sur une plateforme qu'en salle. Tu vois, je vous disais tout à l'heure sur Blitz, quand j'ai vu que je pouvais le voir en salle, j'ai pas hésité parce qu'en plus j'étais dispo, ça tombait bien. Mais et je suis content parce que, comme tu disais, Gauthier, c'est que tu as l'impression d'être au cœur de la guerre. Et cet effet, je me dis, est-ce qu'il aurait autant marché sur ma télé où t'es pas forcément toujours aussi bien concentré, je sais pas trop. Donc du coup, non, vraiment, mon rapport à la salle de cinéma s'est vraiment renforcé grâce aux plateformes. Je trouve qu'en fait, les deux sont complémentaires. Je les oppose pas. En revanche, la télé,
la télé linéaire, non, vraiment, à part regarder des matchs de foot ou quelques trucs très ponctuels, en fait, non, c'est plus du replay, plus des films, en fait, qui sont déjà passés et que je regarde en replay. Tu te considères plutôt comme serial binger ou consommateur raisonné? Ouah, c'est très compliqué en vrai parce que je sais que quand Netflix est arrivé, je me suis dit c'est quand même vachement bien parce que t'as toute la saison d'un coup, donc du coup bah tu peux tout regarder d'un coup. Et puis bah en fait au bout d'un moment il y a eu beaucoup plus de séries, donc tu peux pas tout rattraper. Et puis en plus il y a ce côté où t'étais presque obligé de poncer toute une saison vite parce que sinon les gens allaient te spoiler sur les réseaux sociaux parce qu'en fait des fois il y a une saison qui est en ligne à 9h et à 15h il y en a qui l'ont déjà terminée et qui sont déjà en train de tweeter c'est quand les saisons suivantes. C'était toujours assez paradoxal. Donc en fait j'aime bien regarder en fait à mon rythme, mais c'est vrai que là je me rends de plus en plus compte que j'aime bien en fait que la saison soit terminée et la regarder mais par petits morceaux, pas non plus tout faire en une après-midi. Mais je pense que ouais, en fait, je suis beaucoup plus raisonnable que je l'ai été au début du binge-watching. Et j'aime bien finalement les modes de diffusion de Apple TV+, notamment, ou bon, de Max via HBO, parce que ça reste hebdomadaire, mais c'est-à-dire que Apple TV+, généralement, ils mettent 1, 2, 3 épisodes la première semaine, et puis après, c'est 1 par semaine. Et je trouve ça bien, c'est comment tu peux commencer, tu peux avoir un bon aperçu de ce que sera la série, et après, bah, tu regardes, en fait, tu peux regarder un rythme hebdomadaire ou attendre que tout soit fini et puis enchaîner. Donc, j'aime bien ça. En plus, il y a un biais professionnel chez nous. C'est-à-dire que peut-être qu'on aimerait bien ne pas être des bingers, mais vu qu'on fait tout ça pour notre boulot, il y a ça. Malgré nous, il y a des moments où on se dit, bon, bah, l'épisode suivant, je le lance parce qu'il faut écouter. Ouais, et puis tu te dis, bah, si je veux regarder telle série, il faut que je finisse celle-ci d'abord, voilà, histoire de ne pas en avoir 8 en même temps. Alors justement, en termes de façon de regarder, c'est plutôt télé du salon, tablette au lit, téléphone dans les transports? Alors, jamais téléphone dans les transports. Dans l'idéal, ouais, télé dans le salon, parce que c'est quand même la meilleure condition. Puis après, parfois, tablette aussi, parce que ouais, quand tu dois finir un épisode ou que bah, il est un peu tôt, tu te dis, vas-y, j'ai un peu la flemme, je vais me coucher. Et en même temps, je ne vais pas me dormir maintenant, donc je vais regarder un épisode. Alors là, ça, c'est une question en dehors, évidemment, de ta vie professionnelle. Est-ce que les productions de plateforme, c'est un sujet de conversation avec tes proches? Oui, ça l'est, en fait, j'allais dire pas forcément par essence, ça l'est d'une manière ou d'une autre, parce que, en fait, on voit que les plateformes ont pris une grande place dans les loisirs des gens. Donc, en fait, autour de moi, bah, souvent, les gens, en fait, ils regardent Netflix, ils regardent Prime Video, ils ont MyCanal, donc, en fait, ils disent, bah tiens, il y a quoi à voir en ce moment comme série là-dessus. En fait, ils demandent finalement de moins en moins qu'est-ce qu'il y a de bien à voir au cinéma, mais bah tiens, il y a quoi sur Netflix en ce moment. Donc en fait, tu sais que en fait, tu seras amené en fait à avoir ces discussions-là avec des gens, ou même ils vont te dire, ah, j'ai regardé telle série l'autre jour, t'en penses quoi? Ou j'ai rattrapé telle série que j'avais jamais vue sur telle plateforme. Donc ouais, en fait, c'est ça, c'est que ça s'est immiscé en fait dans les salons de tout le monde et donc par extension dans les discussions que j'ai avec mes proches. Petite question business. Ah, Comment tu récompenserais justement toutes les productions de plateforme? Tu crées une nouvelle catégorie dans des cérémonies qui existent? Tu crées une cérémonie dédiée? Comment tu ferais ça, toi? bah, j'essaie de les intégrer de la même manière que les autres films ou les autres séries, parce que en fait, c'est un peu trop les pointer du doigt, en fait, en faire genre des sous-films, des sous-séries. En fait, quand tu vois les Emmy Awards aux États-Unis, donc qui sont un peu l'équivalent des Oscars pour les séries, ou même les Golden Globes, qui donc sont remis par la presse étrangère qui est basée à Hollywood, ils font pas la distinction entre séries de plateforme et séries diffusées sur des chaînes de télé aux États-Unis. Je me dis, ils devraient faire pareil. Et même quand tu vois aux États-Unis, aux Oscars, alors ça s'est un peu atténué depuis le Covid. On sent que maintenant, je pense qu'il y a un mouvement de résistance des studios et de leurs films en salle. Mais à un moment, en fait, tu avais un film Netflix qui était le grand favori. Tu as un film Apple TV+, qui est le remake de La Famille Bélier, qui a gagné l'Oscar du meilleur film. On peut discuter après de la qualité du film, mais ça choque personne que ce soit un film de plateforme. Moi, c'est aussi l'une des grandes batailles du Festival de Cannes, parce qu'en fait, il y a une année, il y a eu des films Netflix en compétition et ça a été une levée de bouclier qui fait que pour l'instant, c'est resté sans suite. Mais je pense que voilà, il y a des très bons films en fait sur les plateformes et qui ont autant de mérite, autant de qualité que des films qui sortent en salle. Donc je pense que ça va prendre du temps, mais moi, je les mettrais au même niveau.
Mais c'est-à-dire que c'est une question d'économie Oui, bien sûr. avant tout. L'année où il y avait eu la levée de bouclier au Festival de Cannes, c'était une année où les plateformes n'avaient pas encore intégré le système vertueux de financement du cinéma français et de l'audiovisuel français de manière générale. On se poserait, je pense, la question très différemment en 2025. Et il y a aussi que chez nous, on a cette chronologie des médias qui fait que on considère les films qui prennent le risque de la salle de cinéma différemment des autres. Donc c'est pour ça que je pense qu'on les a pas encore intégrés aussi facilement. Mais la question reste ouverte, bien sûr. Ouais. Et enfin, question très facile à poser, mais peut-être un petit peu plus compliquée pour y répondre. Quelle est ta plateforme préférée et pourquoi ? Alors, est-ce qu'on considère que MyCanal est une plateforme ? C'est une bonne question. Pour le moment, nous, on le considère pas parce que leur contenu passe encore en linéaire. Ouais, la c'est plupart ça. d'entre eux. Donc on ne prend que les choses qui sont, comme on disait, des pure players, des choses qui ne passent pas à la télé traditionnelle, quoi. Parce qu'en fait, sinon, j'aurais dit que c'était ça ma plateforme préférée parce qu'il y a à la fois des films et des séries, des nouveautés du catalogue. Mais on adore aussi. Ouais, non, mais c'est ça. Sinon, pour la qualité des contenus, notamment les séries Apple TV+, je trouve que vraiment, en fait, leurs séries, j'ai pas vu une série totalement ratée de leur part. Il y a des séries qui sont moins bien, évidemment. Bon, ça, c'est comme partout. Mais vraiment, en fait, ils produisent peu, mais ils produisent bien. Et vraiment, on t'en parlait de Severance, c'est l'un des exemples les plus frappants. Ensuite, en termes de catalogue, je dirais Max. Pas pour des questions de nom, parce que ce serait un peu trop mégalo. Mais parce que, en fait, Max, c'est le catalogue de Warner côté cinéma, le catalogue de HBO côté série. Avec en plus les nouveautés qu'ils ont, plus des chaînes en fait qui proposent des séries animées pour adultes type Adult Swim. Donc voilà, je trouve que ça fait des années de son qu'on savait que quand elle arrivait en France, elle allait être quelque chose de très bien et c'est le cas. Et ensuite en bonus, parce qu'en fait je la regarde pas autant que j'espérais pouvoir la regarder, c'est la plateforme Mubi, qui est en fait une plateforme vraiment de patrimoine. C'est vraiment que des anciens films qui sont parfois des raretés aussi, en fait, qui restent sur la plateforme pendant une durée donnée. Ils en rajoutent un chaque jour, et après, en fait, ils les gardent plus ou moins longtemps. Et voilà, on parlait tout à l'heure du fait que je regarde plus de nouveautés que de catalogues, même si j'aimerais un peu inverser la tendance. Bah voilà, Mubi, c'est un peu le bon exemple, c'est qu'il y a plein de choses bien. J'ai une liste qui est longue comme 3 fois mon bras, mais j'ai du mal un petit peu à la vider, alors qu'il y a plein de choses, il y a plein de films vraiment qui m'intéressent, en fait, des vieux films, des premiers films de grands réalisateurs, des premiers courts-métrages de grands réalisateurs, que t'as peu l'occasion de voir, parce que même en médiathèque, tu les trouves pas, sur MyCanal, tu les trouves pas, ça passe jamais à la télé, ça repasse quasiment jamais au cinéma, donc c'est vraiment une mine d'or, mais que j'ai du mal à exploiter totalement. Merci beaucoup, Max. Mais merci à toi, merci Moi, à vous je deux. voudrais remercier d'autant plus Maximilien on va pas encore lui souhaiter un joyeux anniversaire, ça serait lui porter malheur ou malchance, mais il est en train de vivre les derniers jours de sa trentaine, donc merci d'avoir pris du temps pour venir nous parler. J'ai eu peur, ils sont en train de vivre les derniers jours, je me suis dit, c'est ad vitam 2. Non, il y a encore au moins le double derrière. Ouais. C'était Original saison 1, épisode 10. On remercie notre invité, donc Maximilien Pierrette, journaliste ciné et série chez Allociné. Et toujours Magic Andou à la production. Ouais, merci Andou. Merci Andou. On remercie aussi Cinématiseur pour sa confiance et son soutien. Et nous, on se retrouve vendredi prochain à 17h pour toujours plus d'actu ciné, séries, doc ou animé et toujours plus de créations originales. Bye bye. Salut. Salut les amis.